Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et pour cette deuxième vidéo consacrée au jeu sur le surnaturel, eh bien je vous parlerai de Shield, que voici, la première édition chez Schmidt France, enfin Schmidt International France. Donc voilà, nous continuons notre tour d'horizon de la semaine des jeux donc, sur l'occulte contemporain. Et donc là, c'est le grand, je dirais grand concurrent de Cthulhu auquel nous allons nous attacher, qui est donc une traduction d'un jeu américain qui a eu son pesant, on va dire, son intérêt et son succès. Qui a donc, quand je disais son pesant, qui a pesé, on va dire, quelque peu dans notre passion, puisque ça a été un des premiers jeux justement sur l'occulte contemporain qui a été traduit à peu près donc à la même époque que Cthulhu, puisque la première édition de Shield est parue en anglais en 84. Donc c'était donc Pacesetter à l'époque qui nous faisait, on va dire, l'honneur de de traduire comment dire Shield en français. Et donc il est paru également en même temps en 84 donc chez Schmidt Spiel, Schmidt la branche française. Voilà. Shield, qu'est-ce que ça propose? Eh bien, nous sommes donc dans les années 80. Donc d'ailleurs le contexte va évoluer avec les éditions. Dans la deuxième édition, on jouera donc dans les années 90, et dans la troisième édition, on jouera donc à notre époque contemporaine, tout simplement, c'est-à-dire dans les années 2000, fin des années 2010. Donc on suit la progression, si je puis dire, d'une société donc qu'on appelle la Save, qui est donc une société dédiée à l'investigation sur justement énormément de cas, on va dire, surnaturels, occultes, qui est aussi une société qui est là pour préserver, on va dire, un savoir sur justement les forces occultes, les forces surnaturelles, et en particulier les forces des ténèbres, leurs outils, donc les différentes magies, entre guillemets, pouvoirs qu'ils vont utiliser, les créatures, voilà, tout va être, on va dire, nomenclaturé, disséqué et extrêmement, on va dire, documenté. Tout tourne autour, on va dire, de cela, hein, parce qu'à la fois, d'une certaine manière, se confronter, on va dire, aux forces du mal, vraiment aux puissances maléfiques qui se déclinent, on va dire, à travers un nombre de créatures qui sont des créatures très classiques, issues justement de notre folklore commun. Donc là, on est plus dans un folklore quand même occidental, mais vu, on va dire, quand même par des yeux américains, hein, faut quand même se le dire. Même si, bon, globalement, on est quand même dans des choses très courues, qui sont tout à fait, on va dire, connues de nous et adaptables. Bon, il y a quand même aussi des spécificités, on va dire, au folklore amérindien, de l'Amérique du Nord, etc., qui sont quand même distillées dans les bestiaires. Et donc, on a vraiment quelque chose de très classique, de plus, on va dire, cinématographique. On est plus, on va dire, dans l'ambiance, on va dire, un peu des films d'horreur de la Hammer, pour ce qui est on va dire, de la première édition de Shield. Après, on est plus, on va dire, dans l'enquête occulte. La deuxième édition, moi, me fait un peu plus penser un peu à l'ambiance X-Files, parce que c'était concomitant, hein, on va dire, avec la sortie de la série. Et dans la troisième édition, on est vraiment dans les enquêtes occultes, on va dire, dans les séries d'enquêtes occultes modernes, type un peu Supernatural ou ce genre de choses. On est vraiment, on va dire, voilà, on sent que le jeu a évolué en même temps et dans sa manière, on va dire, de voir le phénomène surnaturel et la manière dont il était dépeint justement dans, on va dire, l'imaginaire populaire, et surtout l'imaginaire, on va dire, filmique et série télé. Voilà. Donc, on a affaire à un jeu, on va dire, assez classique au niveau du système de jeu, hein. C'est un système à pourcentage avec donc caractéristiques euh, exprimées sous forme donc de pourcentage, et des compétences également elles-mêmes aussi qui dérivent des caractéristiques exprimées sous forme de pourcentage. La proposition ludique nous dit donc que l'individu est un membre donc de la SAVE, donc la membre de cette société secrète qui va justement
s'intéresser aux phénomènes occultes. Ils vont donc enquêter à leurs frais. Euh, et on va dire la situation va même empirer, hein, puisque plus on avance dans les éditions, moins ils ont de moyens en fait, et donc plus ils sont obligés de faire avec le peu qu'ils ont. Ils sont même obligés, c'est l'objet également un peu méta du jeu dans la troisième édition, à recréer des cellules là où les cellules ont complètement disparu, se sont d'une certaine manière devenues un peu indépendantes, voire même autonomes, du fait d'un bouleversement au niveau on va dire de la direction centrale justement de la save, parce qu'il y a eu plusieurs évidemment événements qui ont fait que les forces occultes, les forces maléfiques ont tenté, on va dire, de détruire la save. J'en dis pas beaucoup plus parce que c'est à découvrir également en termes méta, mais la proposition ludique de base va être donc d'enquêter donc sur des faits surnaturels dans différents points du globe. Moi j'avais choisi quand je l'ai maîtrisé, parce que le jeu, je le connais depuis très très longtemps. Voilà, c'était un jeu que je voulais avoir depuis très très longtemps dans ma collection. J'ai refait une bonne partie de la collecte de la première et de la deuxième édition, on va dire, assez récemment en fin de compte. Et puis j'ai donc acheté la troisième édition. Là, ça date de quelques années, quand elle est sortie en fait en français. Donc c'est chez AK Games, hein. En VF, ça avait fait l'objet d'une souscription. Aujourd'hui, d'ailleurs, la troisième édition est complètement épuisée. On n'a plus rien. Pourtant, il y a une boîte d'initiation que j'aurais bien aimé avoir. J'arrive plus à mettre la main dessus parce que fallait l'acheter au moment où elle était en boutique, pour les boutiques qui avaient souscrit. Et franchement, c'est bien dommage parce que voilà, ça avait l'air d'être une boîte d'initiation vraiment très intéressante. Si vous arrivez à mettre la main dessus, je vous la conseille. Sinon, si vous voulez ne pas vous prendre la tête et jouer vraiment avec un système simple pour faire des enquêtes occultes, avec quand même on va dire une sorte de filet qui est le filet de la save, ce qui manque beaucoup à certains jeux, hein, comme Cthulhu, parce que voilà, il n'y a pas de contexte dans lequel on va dire justifier justement les enquêtes occultes. Alors je vous conseille la deuxième édition qui est très très bien aussi. Bon, elle est moche au niveau du design, au niveau de la mise en page, etc. Avec ce rose voilà, qui est pas terrible. Enfin, je vais vous le remontrer après. Mais elle est très facile à trouver et pas cher, et c'était donc chez Oriflamme à l'époque. Voilà, donc Chill, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir jouer des enquêtes occultes contemporaines de manière assez simple et décomplexée. Voilà, les personnages savent dans quoi ils mettent les pieds, voilà, ils ont vraiment toute l'attitude à enquêter, mais bon, évidemment, ils ne sont pas membres d'une société, on va dire, gouvernement, enfin d'un organisme gouvernemental officiel, donc ils le font de manière officieuse, ils le font quand même avec un petit soutien quand même d'une société qui a des moyens. Bon, moins de moyens, on va dire, dans la troisième édition, et dans la deuxième, c'était aussi extrêmement, on va dire, tendu, si je puis dire, au niveau de la save, qui avait réussi à survivre vraiment in extremis à une quasi-extinction, et qui avait perdu quasiment toutes ses archives. La première édition, on était vraiment, voilà, là, ils étaient un peu plus à même d'avoir les moyens de leur politique, et donc de combattre les forces du mal de manière beaucoup plus ouverte. Dans les éditions 2 et 3, il faut être quand même un petit peu plus voilà, un petit peu plus modéré, faire un peu plus attention, et surtout voilà, il y a eu énormément justement d'agents de la save qui ont disparu, et ça peut faire l'objet de pas mal de scénarios. Moi pour ma part, donc quand j'ai mené ma petite campagne de Shield, que je mène encore de manière régulière, je joue des scénarios, on va dire, là en plus je joue avec ma famille en plus, parce que c'est le seul jeu que je joue avec ma famille, parce qu'eux sont très très intéressés par justement les jeux d'enquête contemporaine. C'est vraiment le mode de jeu qui eux leur a plu. Donc leur avoir proposé Chill, c'était vraiment on va dire le jeu idéal pour justement, on va dire, leur faire découvrir le jeu de rôle, et leur donner envie de continuer à jouer. Et donc je me suis inspiré purement et simplement de justement mes références en termes on va dire, de fantastique contemporain. Donc le premier scénario que je leur ai fait, la mini campagne, c'était très inspiré de Twin Peaks. Voilà, c'était ce que j'avais fait. Donc ça peut être une référence. Vous pouvez prendre n'importe quelle référence contemporaine, justement, de séries télé, d'épisodes, comme je vous disais, Supernatural, X-Files, pour faire des scénarios chill.
J'ai fait après un deuxième scénario très inspiré donc, par le film de Night Shyamalan, Split, voilà, qui est excellent, et donc qui m'a permis vraiment de faire un scénario, on va dire, je pense, assez original sur le thème, on va dire, de l'horreur psychologique. Et le troisième scénario que je leur avais fait, donc là, c'était un scénario autour, évidemment, du Mont-Saint-Michel. Et donc là, on était plus dans des légendes folklore locaux, on va dire, en France. Parce que là, je les ai un peu rapatriés en France. Après, que certains personnages aient joué aux États-Unis. Mais les personnages sont très, on va dire, internationaux, hein, d'une certaine manière. Voilà, ils viennent de pas mal d'endroits différents, ils sont recrutés et ils peuvent être amenés à faire des missions un peu partout dans le monde, en fin de compte, là où il y a nécessité, en fin de compte. Voilà. Donc, pour ce qui est de la gamme, maintenant, que je vous présente, donc, ça, c'est la boîte dite d'initiation, donc parue en France en 84. Donc on avait affaire à des boîtes un peu dans le même format que les boîtes œil noir, hein, puisque c'est chez Schmitt. Donc avec un petit coffret, enfin en plastique un peu dégueu, avec des dés. Donc on avait justement des dés à 10 faces pour les pourcentages. Donc on avait des tableaux, hein, comme ceci, voilà, qui permettaient, c'était les tableaux de résolution. Et en fonction de la couleur, on est un petit peu dans le même esprit que le système, comment dire, de Marvel super-héros, hein, qui est un peu lui développé d'autres manières, mais c'est le même c'est le même esprit, on va dire, en termes de système de résolution. D'ailleurs, c'est les mêmes auteurs, hein, c'est la même boîte en fait, donc on voit où ils ont été chercher leurs inspirations. Donc on a deux livrets, jeu de rôle, donc Shield, livret d'instruction, et Abomination surgit de l'inconnu. Donc le livret d'instruction, c'est tout simplement les règles du jeu. Voilà, où on a le système de création de personnages. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très old style, hein, franchement. Les compétences qui vous sont décrites. Voilà, les tests, les différents tests, comment gérer le jeu, voilà, la visibilité, les tests de peur. Donc il y a un système évidemment basé sur la peur dans un jeu, comment dire, sur l'occulte contemporain. Ce serait quand même dommage d'avoir loupé ça. Voilà, les seconds rôles, comment gérer les PNJ, etc., etc. Donc on a vraiment du très très classique, et donc ça, c'est à quoi ressemblait la feuille de personnage à l'époque. Donc vous voyez, c'était un peu aride. Il y en a plein quand même qui ont eu l'occasion de pouvoir acheter Shield, je pense, dans leur librairie. À l'époque, donc, on avait les coffrets Gallimard, justement, et les boîtes, justement, Schmitt France, qui étaient même vendues au supermarché de l'œil noir. Ben, il y avait Shield, hein, qui était disponible aussi. Donc après, ensuite, on a un livret, donc là, qui va être les livrets de scénario, en fin de compte, où donc on a la description des animaux, des créatures corporelles, immatérielles, des créatures spéciales et des disciplines. Voilà. Ah non, c'est pas le livret de scénario celui-là, je pensais. Donc ça, c'est le bestiaire, pardon, je me suis planté. Mais normalement, il y a un scénario dans le livre de base. Oui, c'est ça, il y a en effet un scénario qui est proposé. Il y a un livret, donc lisez-moi en premier, hein, ça c'était assez classique dans les boîtes, on va dire, d'initiation américaine. Donc il vous expliquait en fait comment utiliser le matériel. Il vous expliquait également ce qu'était le jeu de rôle, hein. Donc la terreur plane sur la maison Warwick. Donc ça, c'est le scénario qui était à l'intérieur de la boîte. Donc voilà, avec aide de jeu. Donc là, on avait le scénario de la maison Warwick. Je crois qu'il a été repris d'ailleurs pour la 3e édition, si mes souvenirs sont bons. Donc une histoire de maison hantée assez classique. Voilà, on en avait déjà pour Cthulhu. Il y avait donc une planche également, deux petits pions pour faire décrire l'action avec des jetons. Voilà, donc on pouvait utiliser évidemment sur le plan qui était fourni, le plan quadrillé, hein, de la maison. Voilà, pas dépunché, hein, évidemment, j'ai tout gardé en l'état. Et bon, il y avait également, voilà, ça c'était un truc que j'ai remis dans la boîte en question, c'est un écran. Voilà, c'était l'écran Shield qui était présent dans la boîte, normalement, Vampire, justement. Il y avait le fameux château du comte Dracula. Voilà, mais ça fait pas partie de la boîte d'origine, c'est juste que moi je l'ai rangé là-dedans pour plus de clarté. Mais donc on avait en tout cas voilà, un supplément écran indépendant, mais qui existe aussi, il est dans une des boîtes que je vais vous présenter après,
avec le scénario d'ailleurs aussi. Donc ça faisait un peu redite, hein, mais donc soit on achetait la boîte Vampire, soit on achetait, on va dire, l'écran tout seul. L'écran tout seul était achetable, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc ça c'était pour la boîte de base. On avait vraiment tout ce qui était nécessaire pour pouvoir commencer. Les règles, un scénario et un peu de matos, comme ils avaient l'habitude, on va dire, d'en offrir à l'époque. On avait une deuxième boîte, donc la boîte dite d'extension au jeu d'épouvante. Voilà, toujours chez Schmitt France. Donc celle-là elle est un peu plus lourde parce que j'ai mis aussi dedans les scénarios, justement, donc je vais les retirer. D'ailleurs il y avait l'écran, on va dire, du maître. Alors peut-être que l'écran en question est issu de cette boîte. Là que je vérifie. Je vais retirer ça, je vais vous dire ça dans un instant. Au niveau du contenu, oui, l'écran du maître était dans la deuxième boîte, hein, excusez-moi, voilà, mais bon, j'ai eu des doublons en fait en achetant et en réachetant diverses choses, donc évidemment on s'y perd. Donc on a donc le fameux écran avec le scénario, donc le château du comte Dracula, donc je l'ai bel et bien en double. Bon, avoir deux écrans, comme les écrans sont 3 volets petits, ça va. Il y a des nouvelles choses qui vous sont proposées, donc des nouveaux monstres, des nouvelles capacités. Donc on a évidemment ce qu'on appelle dans Shield le grand art, qui sont donc les capacités plus ou moins psioniques, magiques, en tout cas psychiques, les membres de la Save peuvent apprendre, parce que c'est vraiment un héritage de la Save, de gens qui deviennent vraiment des spécialistes de leur domaine, et qui peuvent apprendre donc certaines voies, qui sont des voies dites blanches, hein, évidemment, des voies plutôt de pouvoir psionique bénéfiques, qui sont là pour protéger, pour aider, voilà. Et il y a évidemment les pouvoirs dites via Subtenebrae, qui sont les pouvoirs évidemment des monstres, des forces maléfiques, que les joueurs peuvent apprendre aussi. Mais on va dire, s'ils les apprennent, évidemment, c'est un peu, on va dire, la porte ouverte au côté obscur. C'est le cas de le dire. Donc on a également dedans voilà, une carte. D'ailleurs, il y avait derrière la reproduction de la maison Warwick, donc le scénario de la première boîte, et un plan quadrillé pour pouvoir faire vos propres, voilà, scénarios. Sachant que donc là, on a également une table justement pour pouvoir on va dire avoir une idée du nombre de kilomètres des trajets que vous pouvez faire dans le monde. Voilà, donc ça c'était pour la boîte d'extension. Donc je vais vous en profiter pour vous présenter les scénarios que j'ai. Donc il y en a eu énormément de scénarios qui sont parus. Il y en a eu au moins une quarantaine. En français on a eu une petite dizaine. Donc voilà, Tournée mortelle, un groupe de rock avec des êtres surnaturels à l'intérieur, donc des histoires de vampires, je pense. Donc une intrigue à résoudre, où donc les gens de la Save vont devoir arrêter évidemment les exactions d'un vampire et de son groupe d'autres êtres surnaturels, sachant qu'on va découvrir après évidemment que leur manager lui aussi est un être surnaturel qui est pas très sympathique non plus, et qu'il en fait il chapeaute un grand nombre de groupes de rock, en fait des artistes divers et variés qui aussi sont des êtres surnaturels, et il faut l'arrêter aussi. Une histoire de momie évidemment, sinon voilà, je vous dis on reste dans le très très classique, hein, dans vraiment les films, là on est vraiment dans les films des années 80, voilà, dans le style un petit peu Génération perdue, etc. Là on est donc dans les films de momie de la Hammer, donc La nuit de toute messe, donc on doit et faire en sorte donc d'éviter qu'une momie qui s'est réveillée dans son sarcophage ne fasse évidemment pas mal de victimes et de dégâts. Et Le Rôdeur de la Lande, une histoire assez classique, hein, très inspirée évidemment de l'enquête de Sherlock Holmes, hein, donc du chien des Baskerville.
Alors, on est vraiment, on va dire, voilà, on sait où vont, on va dire, les références de ce genre de scénario. Donc il y en a eu d'autres, hein, qui sont parus. Il y a eu donc, comment dire, en dehors de cela, donc le village du crépuscule, donc une histoire là plus autour donc d'une. Là on est je crois que c'est en Amérique du Sud, hein, qui se passe celui-là. Et donc avec des histoires évidemment de malédiction, de peuples autochtones, de rites assez étranges. Et il y a également aussi comment dire, le scénario, comment il s'appelle déjà. C'est le Bayou de. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, en tout cas, le scénario lui s'appelle Death Watch on the Bayou en VO. Je sais plus comment il s'appelle en VF. Bon, c'est tout, ça me reviendra peut-être. Donc voilà, ça c'était les scénarios qui étaient parus en français. La gamme avait été quand même plutôt pas mal suivie, mais voilà, il y avait eu beaucoup plus de choses disponibles en VO qu'en VF. Donc ça c'était pour la boîte d'extension et les quelques scénarios que je possède dans la gamme. Bon, c'est comme je vous dis, ça reste du classique. Et il y avait eu un supplément très sympathique, thématique sur le vampire avec un scénario spécifique. Donc là on avait encore, on va dire, le fameux, voilà, la fameuse boîte avec le réceptacle pour en plastique qui cassait très facilement. Là j'ai de la chance, bah si, celui-là il est cassé. Voilà. Donc avec tout sur le vampire, tout ce que vous auriez voulu savoir sans vouloir le demander. Voilà, donc vraiment le mythe du vampire à travers le temps, les âges et les différentes, on va dire, civilisations. Donc voilà, la mise en page était assez classique, hein. On avait vraiment des livres, mais bon, c'était quand même d'assez bonne facture, hein, pour voilà. On présente des PNJ vampires divers et variés. Donc voilà, on a affaire évidemment à plein de figures historiques. Donc par exemple Elisabeth Bathory, évidemment. Il y a Dracula, hein, qui nous est évidemment, voilà, le vampire ninja. Vous en rêviez, vous l'avez. Qui est quand même quelque chose d'assez. Voilà, le vampire oriental, hein, aussi, en dehors du vampire ninja. C'est peut-être un petit peu plus, voilà. Héphaïstion, voilà, le vampire d'origine grecque, le Vrikolakès, on pourrait dire. Et donc, ouais, j'avais oublié, il est où Dracula? Bon, il doit être décrit au début, hein. Il doit être décrit au début. Il y a la vampire également, la vampire indienne. Et voilà, et le comte Dracula, voilà, qui est évidemment au tout début du livre. Et on a donc un scénario, La vengeance de Dracula, justement. Un scénario complet, voilà, sur la thématique, voilà, où les agents de la Save vont être donc confrontés au comte Dracula à l'époque moderne. On est vraiment dans du très, très couru, très classique. Donc ça, c'était pour la première édition. La deuxième édition, donc nous avons eu le droit à cette édition, là, cette fois-ci, cette fois-ci chez Oriflamme. C'est dur à dire, hein, je commence à bégayer. Donc là, ça date tout cela des années 90. D'ailleurs, c'est paru au tout début, on va dire, des années, voilà, en 94. Alors la version anglaise date de 90, mais nous, on l'a eu donc chez Oriflamme en 94. Donc, c'était là, cette fois-ci, présenté sous la forme d'un livre. Alors, vous trouvez que c'est moche, eh ben, franchement, c'est parce que vous n'avez pas vu la VO. La VO était moche aussi. Donc, c'était, on va dire, avant-gardiste. Voilà. On avait encarté dedans un livret de présentation du jeu de rôle. Voilà, c'était donc un petit livret comme ceci. Donc, faites attention si jamais vous l'achetez, à faire en sorte qu'il y ait justement le petit livret à l'intérieur, parce que dans le petit livret, il y a un rappel des règles et il y a un scénario, justement. La maison Caulfield RIP. Voilà, donc le premier scénario en fait est dedans, parce que le scénario n'est pas dans le livre de base. Par contre, cette édition est vraiment très complète, enfin, même si elle n'est pas très belle en termes, on va dire, graphiques. Encore que, voilà, j'ai vu pire. Voilà, même les dessins, les feuilles de personnages, c'est vraiment pas top, hein. Mais
au moins, voilà, vous avez plein de personnages pré-tirés. Moi, c'est ceux que j'ai utilisés hein, quand j'ai joué. Parce que je voulais pas faire de création de personnages. Il y a énormément d'archétypes très variés qui sont proposés. Et moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et donc, il y en a certains d'ailleurs qui sont disciples du grand art, justement, qui ont déjà des quelques pouvoirs. Et ça peut donner quand même un petit caractère au jeu, évidemment. Donc, le livre en question est un livre de 250 pages environ. Voilà, on vous décrit les caractéristiques, évidemment, le système de jeu, les compétences, comment les utiliser, gna gna gna. Donc tout ça, c'est très classique. Le grand art, donc les différents pouvoirs qui sont classés donc par discipline. Donc il y a déjà des choses, on va dire de base, des pouvoirs de base comme la sensibilité à ce qu'on appelle l'inconnu. Donc l'inconnu, le surnaturel est symbolisé, enfin est appelé en tout cas l'inconnu. Donc c'est sentir le surnaturel d'une certaine manière. Et après donc vous avez affaire à différentes disciplines. Donc il y a les disciplines dites du bouclier qui offre barrière mentale, sphère de protection, la chair, force herculéenne, donc augmenter sa force, récupération, ressourcement, donc c'est pour régénérer, récupérer des points de vie. Le chevalier, donc là c'est pour combattre les forces du mal, hein, donc assaut immatériel, spiritisme pour combattre les fantômes. Le messager, donc pour la préscience, la télépathie active et passive. Donc on a globalement ce genre de pouvoirs-là qui sont disponibles et qui sont donc séparés en plusieurs voies, et donc les personnages ont la possibilité de les apprendre auprès donc de spécialistes de la save. Après donc on a les règles de création de personnages, et donc vous voyez qu'il y a quand même des illustrations qui sont très cheloues. Voilà, donc on va vous présenter différents archétypes, hein, différents métiers qui vont vous donner évidemment les niveaux en fait auxquels vous pourrez acheter vos, enfin qui vont vous donner en fait ah mince une les niveaux auxquels on va dire les compétences vont vous être données de base et qui vont vous précalculer en fait combien ça vous coûte dans le système de création de personnages à point, tout simplement. Voilà, ça fait gagner du temps plutôt que de faire ça vous-même et de choisir vos propres compétences. Et il y a possibilité de le faire sans choisir une profession et de dépenser vos points comme vous l'entendez. Voilà. Après, tous les aspects du système de jeu vous sont expliqués. Donc après la création de personnages, le système d'expérience évidemment, donc les jets de caractéristiques. Donc pour ce qui est des jets, on a une table unique. Je vais vous montrer sur l'écran. Là où il y avait c'est quasiment le même système, hein, sauf qu'il y a peut-être un degré de réussite qui a été viré. Vous avez en fait, tout est résolu avec une table de résultats. Alors, vu comme ça a l'air de faire peur, mais en fait, c'est super facile d'emploi. En fait, vous allez déterminer quelle est votre chance de base, et en fonction de ce que vous allez faire comme résultat, eh ben, on va vous dire quelle est votre qualité de réussite. Donc, qui va de échec jusqu'à succès extraordinaire. Donc, il y a succès F, succès M, succès B et succès E. Donc à chaque fois, donc c'est succès, on va dire. Alors ça, non, ça c'est pour les tests de peur. Mais bon, en tout cas, c'est le nom des qualités de réussite. Hein, donc vous avez différents, vous avez moyen, bon et excellent. Et donc, voilà. Donc ça détermine à chaque fois les degrés de réussite. C'est pas compliqué du tout. Hein. Franchement, moi j'adore ce système-là parce il est vraiment pas prise de tête. Et pour les joueurs, en tout cas pour initier des gens simplement en faisant du jeu d'enquête contemporain surnaturel, c'est l'idéal. Franchement, cette édition-là, si vous la trouvez, elle est vraiment plus facile à trouver que la troisième édition que je vais vous présenter après. C'est quand même, on va dire, l'idéal. Vraiment. Donc après les compétences, je disais, donc on a les dons et les faiblesses, parce que les personnages ont des dons et des faiblesses. Donc la description du grand art, de ce qui vous est accessible. Après la création de personnages, donc on en était on va dire aux aspects du système de jeu. Donc voilà, comment résoudre les actions, le combat. Alors le combat est assez meurtrier hein, dans Shield. Pas faire le malin, hein, ça peut arriver très très rapidement voilà, à des drames. Et il y a des morts hein, assez souvent, hein, c'est très meurtrier, comme peut l'être Cthulhu. Il faut quand même un petit peu moins, mais meurtrier quand même. Comment maîtriser Shield ensuite, donc des conseils pour que le maître du jeu puisse créer ses scénarios, voilà, quelles sont les thématiques qu'il peut aborder. Sur ce point, c'était bien fait. La chronologie,
évidemment aussi on va dire des découvertes, euh, la, plein de petits conseils évidemment sur la save, comment l'organiser, enfin comment, voilà, c'est un chapitre sur la save juste après le chapitre sur la résolution. Enfin sur la résolution, sur on va dire l'aide, si je puis dire, à la maîtrise du scénario. Et donc juste après, on a le scénario avec l'histoire de la save, donc des années donc 1844. Hein, donc la société en question qui s'appelait donc à l'époque Societas Albae Via Eternitata. Voilà, c'est save, c'est ce que ça veut dire. Hein, c'est un acronyme avec le symbole qu'ils avaient à l'époque, donc ce S là, qui a été remplacé après, euh, à l'époque moderne, donc par le fameux symbole donc de l'Indalo, qui est le petit bonhomme qu'on peut voir donc dans une grotte préhistorique africaine, qui est devenu, on va dire, le symbole justement de la protection universelle en fait que représente la save. Voilà, ils ont changé en fait de symbole, voilà, pour mieux, on va dire, représenter leur rôle. Donc, en dehors de l'histoire de la save, on a également les attributions du matériel, la manière dont sont attribuées les missions et quelques petites choses. Et après, on vous décrit donc le chapitre sur la Via Subtenebrae, qui sont donc les pouvoirs des méchants. Donc, on a plein de choses qui vont être les pouvoirs que vont utiliser les monstres en fait qu'ils vont, qu'ils vont rencontrer. Bon, c'est des choses assez classiques. Hein. Voilà, voilà, ils ont des pouvoirs un peu similaires, mais il y a aussi des pouvoirs qui sont évidemment plus sombres, plus noirs, plus, on va dire, plus en accord, on va dire, avec l'idée qu'on se fait des forces du mal. Puis ensuite, donc, un chapitre sur les animaux. Donc, on vous décrit en fait les animaux classiques qui peuvent aussi représenter une source de danger. Et donc, ensuite, vient les créatures. Les créatures, donc là, on a vraiment tout est pas mal de choses classiques et aussi des petites choses vraiment spécifiques à Shield. Donc, le Banshee, le chien spectral, les corbeaux, la dame de la nuit. Par contre, les illustrations sont vraiment pas terribles au niveau de la représentation des monstres. Je trouve ça, on va dire, très expérimental et pas très, on va dire, ça, le rendu est pas très beau. L'esprit cannibale, l'amant spectral, voilà, les changelins, les poupées, avec le maître des poupées. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire dans des thématiques, comme je vous dis, en allant pêcher dans plein de films d'horreur divers et variés. Le pendule, poltergeist, l'esprit étrangleur, le revenant, donc ça c'est la vierge fatale, donc ça c'est les différents types de fantômes en fait. Voilà, le gamin, les différents types de loup-garou, le golem, le perfide. Il y a vraiment aussi le peuple des marionnettes, le phénix, le prince des mensonges, le rakshasa, donc on le retrouve hein, en plus le rakshasa, le seigneur des chauves-souris, la sorcière. Parfois ils ont une appellation un peu bizarre, mais par exemple le sphinx aussi, le vampire des Carpates, mais c'est des créatures en fait assez classiques, hein, qui ont juste une appellation un peu poétique, hein, voilà, les morts vivants, les zombies, etc. Donc on est vraiment là-dedans. Et après, on a le résumé en annexe des différents termes techniques, des abréviations, la liste des pouvoirs, la table de résolution, et après donc une dizaine de personnages pré-tirés qui sont bien faits. Voilà, et qui permettent de commencer, on va dire, le jeu assez rapidement. Donc voilà, une édition qui ne brille pas par sa qualité esthétique, mais qui est, on va dire, solide par, on va dire, le contenu technique et la proposition ludique qui vous est offerte. Moi, je pense que voilà, c'est la meilleure. Bon, évidemment, la version moderne est sympa, hein, je ne dis pas le contraire. La troisième édition, elle est beaucoup plus jolie, évidemment. Mais bon, celle-là, voilà, pour pas cher, vous pouvez vraiment avoir un système de jeu, on va dire, complet pour faire de l'occulte contemporain sans vous casser les pieds. Il y avait donc avec l'écran, voilà, l'écran pareil, assez expérimental hein, au niveau de la. C'est vrai que je vous ai montré la face avec
avec les tables, mais là ça c'est la face, on va dire, à montrer à vos joueurs. Alors artistiquement parlant c'est intéressant, hein. Par contre bon, voilà, le rendu, bah, vous en jugerez par vous-même, c'est quand même très spécial. Et donc un scénario, donc le groupe Elminster. Donc un scénario d'enquête classique, hein. Voilà. Donc, où donc les membres d'un groupe d'enquêteurs de l'inconnu sont victimes d'une malédiction ou d'une vieille vengeance suite, on va dire, à des découvertes, on va dire, dans les archives de la série. Voilà. Donc assez classique, mais voilà, en plus du scénario de base, l'écran, vous avez déjà de quoi commencer. Et donc, je passe à la troisième édition, donc, qui elle date donc de 2018. Donc il y avait eu une campagne avec voilà, une boîte d'initiation que je n'ai pas malheureusement. Et donc le livre de base, l'écran et du matériel, hein. Il y avait aussi des jetons puisqu'il y avait un système en plus de jetons qui est plutôt sympa que moi, même si je joue en deuxième édition, j'ai rajouté le système de jetons sans pour autant passer intégralement à la troisième édition où il y a quelques modifications techniques qui sont pas compliquées, mais bon voilà, ça reste ça m'obligeait en fait puisque j'avais commencé à jouer à la deuxième édition avant d'acheter la troisième. Mais bon, on est sur vraiment globalement le même système de jeu, même s'il y a eu pas mal de petits aménagements, et en particulier ces aménagements de jetons donc, que l'on retourne, où donc il faut des jetons en fait qui ont des faces blanches et noires, ou du moins de deux couleurs différentes, type jetons de poker, pour figurer en fait l'influence en fait des forces du bien et des ténèbres, un petit peu comme on avait dans Star Wars, hein, la version FFG, où on avait les jetons de force. Bah, là c'est pareil, ils vont commencer au début de la partie avec autant de jetons, on va dire, du côté lumineux que, on va dire, le nombre de joueurs plus 1. Et plus, évidemment, ils vont être soumis à certains événements surnaturels, ou plus ils vont utiliser leur pouvoir, plus les jetons, en fait, vont se retourner et vont permettre, en fait, au maître du jeu d'avoir la possibilité de déclencher des pouvoirs surnaturels maléfiques de la part de ses PNJ. Et donc, il retournera les jetons, et comme ça, les joueurs en regard, eux, auront accès de nouveau à la possibilité d'utiliser leurs capacités, etc. C'est un système qui est, je trouve, plutôt intéressant, qui permet de mettre une petite tension et puis voilà, de faire en sorte qu'ils n'utilisent pas leur pouvoir un peu à tort et à travers. Et c'est plutôt sympa. Donc, c'était en VO chez Growling Door Games. Voilà, donc on était passé toujours de Pace Setter à Mayfair Games. Oui, la deuxième édition c'était Mayfair Games. Voilà. Et donc chez cet éditeur Growling Door Games, on a affaire donc à un livre cette fois-ci en couleur de 290 pages pour 50 €. Donc voilà, c'est ce que ça valait quand c'était encore disponible. Le bouquin est vraiment beau, hein. Voilà, la traduction est plutôt correcte. Voilà. Pour du Haka Game, c'est plutôt à noter que c'était on va dire, un boulot tout à fait honorable. Donc, on a pareil, création de personnages, hein, voilà, on retrouve d'ailleurs des pré-tirés de la deuxième édition. C'est resté en fait en quelque sorte des agents connus, reconnus, nommés. Et donc on en a certains qui sont encore, on va dire, qui font partie encore justement de la save et que on revoit donc avec plaisir dans les pré-tirés de la troisième édition. Voilà, pas tous, hein, mais il y en a quelques-uns voilà, qui refont encore leur apparition. C'est plutôt sympathique. Et donc voilà, la présentation est quand même beaucoup plus agréable. On a en plus leur BG, hein, là c'est vrai que je vous ai pas montré, mais il y avait la feuille de personnage, il y avait le BG qui était derrière. Là au moins tout est sur une page. Donc on a ça, on a de la même manière donc les différents métiers qui vont donc vous donner certaines compétences avec certains pourcentages. Là où on avait, on va dire, les niveaux, mais les niveaux qui étaient donnés dans la deuxième édition correspondaient en fait à des bonus de pourcentage par rapport à la caractéristique dont dépendait, on va dire, la compétence. Donc pour calculer en fait la compétence finale,
fallait prendre la caractéristique, faire la formule, donc elle était divisée par 2 ou prise telle quelle, ou c'était une moyenne de plusieurs caractéristiques, et on rajoutait le niveau d'expérimentation, on va dire, de la compétence. Donc ça donnait un plus 10, plus 20, plus 30, et on ajoutait tout ça et ça donnait un pourcentage final. Bah là, on a le même système aussi, sauf que ça a été simplifié. On ne passe pas par l'intermédiaire des novices, expérimentés, etc. Où il faut à chaque fois faire la conversion et se dire ah bah là, novice, ça correspond à tel pourcentage, expérimenté à tel pourcentage. Là, c'est mis directement. Donc voilà, la description des compétences. Donc là, la description également du contexte qui a été évidemment euh, remis au goût du jour, donc avec une nouvelle politique, une nouvelle manière de voir les choses. Il y a plein de documents, on va dire, officiels de la SAVE pour évidemment nous mettre dans l'ambiance, voilà, également des pages internet, hein, parce qu'on est quand même à l'époque voilà, où les pages internet deviennent un peu plus... voilà, et les nouvelles aspirations de la SAVE, la nouvelle direction de la SAVE, voilà, et donc on a le background jusqu'en 2014, voilà, avec toute la chronologie en fait de l'évolution de la SAVE depuis les années 90 où déjà il s'était passé des choses, hein. Il y a eu des choses assez troublantes. De toute façon, l'histoire de la SAVE est vraiment parcourue de périodes d'ascendance et de déclin, voilà. Et donc là, par exemple, on termine sur la, la, comment dire, la, oh, la, la succursale, si je puis dire, de la Save de Chicago, qui, on va dire, disparaît d'un jour à l'autre. Et justement, j'ai fait jouer les événements d'un de mes scénarios en me basant, on va dire, sur cet événement-là. Voilà. Donc, la description également de la save de par le monde, donc les différents bureaux notables par continent, hein, c'est plutôt sympa. Donc on sait à quoi s'en tenir au niveau des sièges sociaux, dans la mesure en plus où, comme je vous disais, les sièges régionaux de la save ont été obligés pendant très très longtemps de fonctionner en totale autonomie. Donc de voir quels sont leurs rapports justement avec le nouveau pouvoir central qui s'est un petit peu proclamé pour essayer de restructurer complètement la save et de redonner en fait une fonction, une doctrine, une politique, on va dire commune, un projet commun. Et donc on a la possibilité évidemment de créer son propre bureau, donc on a les règles. Alors ça n'existait pas dans les règles précédentes, du moins moi je ne l'ai pas vu. Là, dans la troisième édition, ça existe. La description évidemment des pouvoirs de l'art, du grand art, qui sont à peu près les mêmes, hein, qui ont juste été revus, corrigés, développés. Voilà, mais avec quelques petites choses en plus, quand même. Donc le système de combat, juste après. On est à peu près sur la même structure, hein, au niveau du bouquin. Euh, Juste revu, corrigé, développé. Voilà, comment gérer les PNJ, les PNJ récurrents, les archétypes de PNJ, les créatures de l'inconnu, donc au chapitre 6. Voilà la description des différents traits qu'on va pouvoir utiliser, les disciplines maudites. Donc là elles sont dites disciplines maudites, donc, qui étaient avant donc la Via Subtenebrae. Et après donc la description justement des différents monstres entre guillemets et antagonistes, où là on a des illustrations qui sont quand même un peu plus explicites et réussies que dans la version expérimentale de la deuxième édition. Voilà, avec oh là là, la fameuse poupée envoûtée, voilà, la poupée maudite, les vampires évidemment aussi, qui sont quand même un peu plus classe, hein, au niveau de leur illustration. On pourra quand même le noter. Voilà. Donc ça, c'est voilà, avec la feuille de personnage que voici. Donc toujours avec les fameuses caractéristiques qui n'ont pas changé, hein, depuis la première édition. Agilité, force, vigueur, concentration, personnalité, volonté, dextérité, perception, réflexe. Voilà. Et donc les différents états également de blessure, traumatisme, état de choc. Donc on a toujours évidemment un système de blessures physiques, mais aussi de blessures, en fait, de traumatismes mentaux évidemment. Et dans un jeu
euh, d'épouvante, un jeu, on va dire, sur le surnaturel et sur la, on va dire, la confrontation surnaturelle. C'est exactement ce que l'on demande. Donc l'écran, il y avait un flyer de présentation et évidemment un écran 3 volets. Moi je trouve plutôt beau, celui-là il est vraiment sympa. Donc on voit un bureau de la save, hein, on est vraiment voilà, dans une cellule qui est prête à se confronter au surnaturel. Et c'est voilà, avec les tableaux hein, de l'autre côté nécessaires, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose hein, pour maîtriser Shield. Bon, il y a juste, on va dire, la description des pouvoirs, hein, donc du grand art ou de la Via Tenebrae, qu'il faudra peut-être reconsulter, les caractéristiques des monstres. Et sinon, globalement, le reste, vous n'aurez vraiment pas besoin, dans le courant du jeu, de faire référence au livre de base. L'écran sera largement suffisant. Voilà, bah, c'était donc pour vous présenter ce jeu que moi j'aime beaucoup, que là j'ai beaucoup plus maîtrisé bon, moins que Cthulhu, hein, parce que Cthulhu, voilà, ça reste, on va dire, la référence, on va dire, sûre. Voilà, j'ai plaisir en tout cas à le remaîtriser parce que voilà, Shield offre vraiment la possibilité de jouer du surnaturel contemporain avec un système simple et solide qui vous permet en fait vraiment d'utiliser n'importe quelle référence justement livresque, filmique, série télé que vous entendez ou même voilà, issu de diverses autres lectures, issu donc aussi du folklore on va dire occidental, oriental. Vous pouvez vraiment vous fonder sur à peu près tout. Tout peut servir de matière pour faire des scénarios chill. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas du tout, on va dire, vraiment enfermé dans un carcan. Moi, je trouve que le folklore en question, bah, il n'y a pas besoin d'aller chercher tout de suite dans le mythe de Cthulhu ou dans des choses, on va dire, plus courues, on va dire, et plus connues évidemment de notre monde de rôliste, de notre monde, on va dire, avec ses références très installées. Voilà, il suffit juste de prendre notre folklore, de prendre nos légendes, nos contes, nos mythes pour pouvoir faire un scénario d'intérêt. Et voilà, le jeu vraiment, enfin le jeu convient entièrement, on va dire, à cette proposition-là, avec donc une proposition au moins claire qui est voilà, vous êtes des agents de la SAFE, vous devez résoudre des enquêtes. Donc voilà, c'est un jeu éminemment à mission qui permet, on va dire, vraiment de simplifier complètement, on va dire, comment dire, les raisons pour lesquelles les personnages vont intervenir. Et ça, c'est ce qu'il faut assez souvent bah, pour de l'initiation et puis pour voilà, pas se prendre la tête, on va dire, avec des lettres lointaines on va dire, de gens de la famille qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais connu pour nous impliquer. Voilà. Le problème souvent, on va dire, dans les jeux contemporains, c'est l'implication, c'est le niveau d'implication et on va dire, les raisons de l'implication. Là, vous les avez complètement, et c'est totalement crédible, et ça offre quand même de belles perspectives parce que bah, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et le fond culturel autour de tout cela est tellement vaste que vraiment vous n'êtes jamais, on va dire, à court d'idées et à court de propositions pour vos joueurs. Voilà. Donc voilà, c'était Magna Magister pour Shield. Mettez des pouces, des commentaires si vous avez joué aux premières éditions de Shield, à la deuxième ou à la troisième. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, si vous êtes aussi, comme moi, on va dire, fan de tout ce qui est jeu occulte contemporain autour donc du surnaturel et surtout le jeu d'enquête. Voilà, parce que moi j'adore le jeu d'enquête. Hein, c'est vraiment la proposition ludique en termes de jeu de rôle que je trouve être la plus en accord, on va dire, avec ce que je recherche moi dans ma pratique. Et donc voilà. Et ça reste donc du coup pour moi une valeur sûre, tout comme Cthulhu, tout comme on va dire Maléfice, que je vous ai présenté dans la précédente vidéo, et qui, voilà, bah, vous n'avez qu'à faire votre choix en fin de compte, parce que voilà, on a affaire à trois très bons jeux, avec malgré tout chacun leur spécificité, chacun leur petite patte, leur petite, on va dire, leur petite originalité qui en font, on va dire, voilà, des jeux qui comptent beaucoup, je pense, dans notre passion pour ce qui est des jeux occultes. Il y a Crime également aussi, qui fera l'objet d'une autre vidéo plus tard.
parce que c'est un gros morceau également, et j'aimerais pas le rater. Donc voilà, si vous êtes fan en tout cas du jeu d'enquête, je pense que voilà, la proposition ludique sur le marché, elle est suffisante. Et bah, voilà, si on va dire Cthulhu, vous en avez un peu marre et que vous voulez vraiment voir autre chose que le mythe de Cthulhu, Chill est vraiment une très très bonne alternative, tout comme d'ailleurs aussi Maléfice. Hein. Et après c'est Maléfice, c'est lié quand même à la période 19e siècle. Là, Chill, moi vous pouvez jouer à l'époque contemporaine. Donc si vous voulez jouer à l'époque contemporaine, Chill, c'est vraiment le candidat parfait que je vous conseillerais par-dessus tout. Voilà, donc c'était Magna Magister. Abonnez-vous, mettez des pouces, des commentaires, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre jeu occulte et surnaturel, puisque c'est la semaine spéciale occulte et surnaturel sur la chaîne Tabula Rasa. A bientôt.